Et bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre échange du Salon du promoteur littéraire online saison 2. Et pour cet après-midi, j'ai une très belle équipe, une équipe très heureuse, très souriante. Et là, j'ai Khadija Ndoye qui va nous, qui est avec nous depuis le Canada, et mes deux frères du Cameroun, Jerengan et Patterson Duplex, professeur Patterson Secret, ils sont là. On va bien se marrer parce que entre le Mboa BD, entre Festival Couspion et maintenant Mosaïque interculturelle, événementiel littéraire, rencontres culturelles et tout ça, avec Kadidia, nous avons beaucoup de choses à dire autour du thème justement, la promotion culturelle entre jeu, langage et mots. Alors, déjà, je vais permettre à quelqu'un de dire un bref mot sur lui en quelques secondes. Je commence par toi, Khadija. Qu'est-ce qu'on peut savoir de toi? Qu'est-ce que les personnes qui nous suivent peuvent savoir de toi? Bien sûr. Alors déjà, avant de me présenter, j'aimerais déjà remercier l'édition et Acolyte pour m'avoir invité pour la deuxième édition de ce salon de la promotion littéraire en ligne. Je trouve ça très intéressant et c'est un honneur pour moi d'y participer. Donc moi, je m'appelle Khadija, je suis autrice. J'ai écrit 2 livres. Un livre pour enfants qui est basé sur une histoire vraie, qui s'appelle Le monde de Sabi, qui a été traduit en 6 langues et qui s'est vendu aujourd'hui à plus de 25 000 exemplaires. Et récemment, je viens d'écrire un nouveau récit-roman qui parle de neurodiversité et d'autisme, qui a été déjà publié, la version en espagnol, qui va être publiée en français le 7 mars prochain, qui va s'appeler La belle malédiction d'être neurodivergent. Donc, je suis également éducatrice en STEM, en robotique plus précisément, pour les enfants, et passionnée par la lecture, par l'achat de livres et la découverte. Donc, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, Radija. Gérard, c'est moi qui ai coupé le micro. Comme ça, on n'a pas d'interférence pendant que quelqu'un d'autre est en train de parler. Donc, tu vas ouvrir ton micro à nouveau quand il faudra, quand tu prendras la parole. Donc, maintenant, tu peux ouvrir ton micro et nous dire un peu en quelques mots qui est Gérard Ngano. Ok, bonsoir à tout le monde déjà. Moi, c'est toujours un plaisir de me retrouver là où on traite de littérature, de jeux, d'art et de culture et autres. Moi, c'est Jirangan. Je suis enseignant d'art. Je suis enseignant d'art. Je fais également dans la création des scénarios de bande dessinée. En fait, j'imagine des scénarios de bande dessinée. Je me retrouve un peu dans la littérature de temps en temps parce que un peu plus loin, dans l'enfance ou la jeunesse, j'écrivais et je recommence même à écrire. Mais je suis commissaire d'exposition aussi, artiste plasticien, commissaire d'exposition. Mais bon, dans le cadre du salon, j'ai été invité là en tant que promoteur culturel et promoteur du festival international des jeux de société et des communautés de Yaoundé, festival Pouspion qui s'est achevé d'ailleurs la semaine dernière. Et donc voilà, pour moi, ce n'est qu'un honneur de me retrouver là. Je crois qu'on va beaucoup partager. Ok, merci beaucoup, Gérard. Donc, maintenant, je me tourne vers toi, Patterson, le père de Tintin. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, Patterson? Patterson, tu es avec nous? Je crois que Patterson a une coupure. Oui, Patterson. Si tu peux ouvrir ton micro. Si tu veux ouvrir ton micro, Patterson, comme ça on pourra te suivre. Ben, oui, je crois que c'est un souci d'Internet. Donc, voilà. Alors, Radija,
Au départ, j'ai dit Khadija, mais comme je t'ai entendu dire Radija, et puis je me suis dit, oui, DJ, quand je l'appelais DJ Khaled, mais j'ai entendu DJ Khaled. Donc Khaled, Radija, bon, moi je trouve ça c'est super. Et puis ça sonne mieux, ça me fait paraître original. Quoi, là. Donc, alors Radija, quand on parle de culture, on parle de mots, justement, tu as parlé de ton côté, à part l'organisation d'événements, la supervision au sein de Mosaïque Interculturelle. Tu es autrice aussi, tu écris et, bien sûr, la promotion culturelle, ça passe aussi par les mots. Alors, toi, comment tu communiques déjà avec tes mots pour promouvoir la culture? En dehors je veux dire, de la promotion classique, où on va parler d'événements, on va parler de ce qui arrive, on va donner un calendrier. Mais comment tu utilises tes mots pour promouvoir la culture? Explique un peu comment ton écrit porte cette culture. Justement, comment tu fais porter la culture à tes écrits? Alors pour moi, ce qui est important quand on parle de culture, on parle des cultures. Moi, je suis d'origine sénégalaise. J'ai grandi dans plusieurs continents. Et en ce moment, j'étudie en Arabie Saoudite, donc je suis dans un contexte complètement différent. Et pour moi, ce qui est important, c'est au-delà d'écrire et de partager les choses, c'est de pouvoir transmettre mes pensées, ce que ma vision des choses, parce que j'ai la possibilité de parler plusieurs langues, de le faire en plusieurs langues. Et ce qui me permet, pour moi, d'avoir une audience qui est beaucoup plus grande, que ce soit en français. J'écris généralement tous mes écrits soit en français, soit en anglais, parce que j'ai grandi dans un contexte canadien qui est assez bilingue, dépendamment de ce que je fais, mais automatiquement, dans d'autres contrées, dans d'autres pays. Je vais donner par exemple un exemple concret. Lorsque j'ai écrit ma première histoire pour enfants qui s'appelle Le monde de Sabi, j'ai automatiquement traduit l'histoire en espagnol et en portugais, et ce qui m'a permis d'avoir en fait des lecteurs et des lectrices au Mexique, au Chili et au Brésil. Et par la même occasion, de partir dans ces écoles-là et de pouvoir discuter avec des enfants qui n'ont pas eu cette opportunité d'aller en Afrique et qui avaient beaucoup de questions sur ce que c'est, parce que l'histoire est basée sur la Tanzanie et sur Zanzibar, donc beaucoup de questions sur où se trouve la Tanzanie, qu'est-ce que Zanzibar, comment ça se fait que les paysages qu'on retrouve en Afrique sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver au Mexique. Et j'ai vu beaucoup de curiosité et beaucoup d'enfants qui se disent « Ah, mais en fait, on a quelque chose qui est accessible à nous, qui parle de l'Afrique, qui est dans notre langue. » Et pour moi, c'est important de pouvoir en fait transmettre ça. Au-delà pour moi de l'écrit, et je pense que c'est ce qui manque un peu en Afrique, c'est que, et c'est pour ça que j'ai appris le Swahili, c'est parce que on est trop confiné dans des langues qui sont pas africaines déjà, soit le français, donc on va toucher que le marché francophone, soit l'anglais, on va toucher que le marché anglophone. Mais moi, j'ai fait le choix, en fait, de publier en plusieurs langues, dont le Swahili également, pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Et je vois comment les différentes personnes de différents pays qui parlent différentes langues perçoivent l'Afrique. Et ça, pour moi, c'est ça qui est très intéressant. D'accord. Et puis, c'est très intéressant de te suivre. Et en t'écoutant, Gérard, en écoutant Radija, elle me fait penser à la philosophie de Pospion. Et là, je vois que ce que tu fais justement avec les jeunes, c'est de rassembler diverses cultures, exactement comme elle fait ses publications en plusieurs langues. Toi, tu fais intervenir plusieurs cultures quand on parle de jeux. Bien sûr, quand on dit pousse-pion, on a toujours pousse-pion quand on était petit, on l'appelait le ndoshi. Et là, maintenant, quand on entend pousse-pion, on se dit, OK, on va voir des jeux africains, mais là, on se retrouve avec tout. Alors, qu'est-ce que cela représente pour toi, Gérard, de fédérer autant de diversité autour de la question du jeu pendant ton festival? Oui, Gérard, la question est à toi.
Oui, la façon dont Khadija aborde des choses, c'est on va apparemment dans le même sens que avec Pouskian, parce que nous, on perçoit le jeu comme une sorte d'idée de promotion culturelle. Donc, on se dit que le jeu occupe une place centrale dans la question des valeurs et même dans la valorisation culturelle. Ce n'est pas simplement un outil de divertissement. Hein, nous pensons que le jeu est une sorte de médiateur culturel qui est capable de toucher tous les publics. Et c'est pour ça que les jeux que nous avons ne sont pas seulement les jeux d'ici. Quand je dis les jeux d'ici, c'est les jeux du Cameroun, mais ce sont également les jeux d'ailleurs. Ça peut être les jeux du Canada. On a d'ailleurs quelques créateurs canadiens qui nous ont proposé de diffuser leurs jeux ici. On a des créateurs sénégalais, français, belges. C'est quasiment toutes les nationalités qui se retrouvent souvent, qui se retrouvent souvent au festival à travers leur jeu. Et donc, nous, le jeu, c'est comme je le disais, c'est bien plus qu'un simple outil de divertissement, mais c'est également un levier de promotion culturelle. Voilà. D'accord. Et lors du dernier festival Pouskian, justement, nous avons eu Olivier Larue et Anoxa qui sont arrivés. Anoxa, c'est le nom, bien sûr. Et qui sont arrivés avec des jeux de rôle. On a joué à Dragon Bane. Et justement, intégrer ces jeux dans le panorama africain, qu'est-ce que cela représente? Je veux dire, pour toi, déjà en tant qu'être humain, on voit ce jeu qui vient se fond dans tous les autres, on voit tous ces jeux qui se mélangent, autant des jeux africains que des jeux occidentaux. Toi, en tant qu'Africain, déjà dans les fondements de ta passion, qu'est-ce que cela représente? Est-ce que tu avais un objectif particulier là-dessus, ou alors c'est tout simplement le cours des choses qui t'a fait dire ok, je vais prendre tout le monde et puis on verra. Comment tu en es arrivé là à faire approuver, même déjà fait adhérer justement la communauté occidentale de Pouskian? Nous, à travers le festival, parce que nous avons toujours perçu le jeu comme une sorte de mémoire vivante, un outil fédérateur où on retrouve quasiment toutes les nationalités, toutes les communautés. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le festival s'appelle le Festival international des jeux de société et des communautés de Yaoundé. Quand on fait allusion aux communautés de Yaoundé, c'est une ville cosmopolite, pas que Yaoundé, le Cameroun et même l'Afrique. Le monde aujourd'hui, d'ailleurs, est un monde cosmopolite. C'est quasiment toutes les cultures que l'on retrouve. Alors, faire entrer le jeu de rôle en cette 7e édition lors du Festival Pouskian, c'est simplement revenir un peu en arrière. J'ai bien fait allusion au Festival Pouskian comme une sorte de mémoire vivante. Parce que le jeu de rôle, déjà, même si c'est né aux États-Unis, ça se pratiquait déjà en Afrique. Ça se pratique en Afrique et ça se pratique même d'ailleurs d'une certaine façon. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart de ceux qui ont participé aux ateliers de jeux de rôle se sont retrouvés immédiatement. Ça, il faut le noter. L'Afrique a toujours eu une tradition orale très forte. Et pour nous, l'introduction du jeu de rôle, c'est simplement une sorte de, je n'ai pas envie de dire de réappropriation parce que nous pratiquons déjà ça en Afrique, même si ce n'est pas le nom. Mais j'ai envie de dire que c'est une sorte de rappel. C'est une sorte de rappel, c'est une sorte d'exploration aussi. On essaye d'explorer un nouveau terrain culturel là, qui est celui du jeu de rôle. On essaye même de repratiquer. Moi, j'ai envie de dire de s'inscrire dans ce monde contemporain de l'évolution des choses là. Et donc voilà, c'est un peu dans cette logique là que nous avons voulu ramener cette année le jeu de rôle en Afrique, au Cameroun. D'accord. C'était particulier parce que justement, je me tourne maintenant vers Patterson. Et ce que vous avez en commun tous les trois, c'est de ramener une diversité très évidente, de ramener quelque chose de très fort, de vous prenez des choses d'ici et d'ailleurs, vous les mettez ensemble et vous en faites un tout qui va rassembler du monde autour d'une sorte de réappropriation de soi-même. Patterson, avec le Bois BD Festival, déjà où j'ai eu déjà aussi à tenir une conférence,
J'ai relevé plusieurs expressions de la BD. Alors, on dit Mboa BD, et finalement, tu te retrouves avec des déguisements, des mangas, avec des otaku et tout le reste. La BD qui sort du livre et qui va se mettre. Moi, j'ai vu des personnages se balader devant moi la dernière édition. Il y avait tel autre, tel. Je ne peux pas les nommer là comme ça, mais j'en ai vu plusieurs quand même que je vois dans des livres, ils se baladaient à gauche et à droite. Et alors, je me dis, comment tu en es arrivé déjà au Bois BD Festival? Qu'est-ce qui a manqué à l'univers, à la scène, pour que tu te dises, bah, il faut quelque chose dans ce sens-là? Pourquoi donner cette plateforme à la BD? Wow. Ok, merci Ray, et toutes mes excuses au public qui est en train de nous suivre pour mon absence ou alors ma disparition spontanée. Inéo est passé par là. Je crois que le public camerounais va comprendre. Il faut dire que le Mboa BD, c'est bien avant moi. J'épouse la vision de certains grands frères qui ont constaté, on en discutait déjà en off, mais en gros, c'est le manque de plateformes d'expression pour les artistes BDistes. Il faut dire qu'avant le Mboa BD, la seule plateforme d'expression pour tous les dessinateurs au Cameroun était le Fescari, qui est un festival de caricature. C'était la seule plateforme. Donc, toutes les personnes qui dessinaient étaient obligées de faire de la caricature pour pouvoir avoir une plateforme d'expression. Le seul festival qui existait était le festival de caricature. Donc, pour les dessinateurs qui ne savaient pas faire de la caricature ou qui ne réussissaient pas à faire la caricature selon les canons propres même de la caricature, étaient un peu lésés. Pourtant, ils étaient auteurs, ils avaient un art à faire connaître et à mettre en avant. Et malheureusement, dans les autres salons ou festivals de littérature, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'espace du tout pour la bande dessinée. Donc, dans ces salons-là, on parlait roman, on parlait nouvelles, on parlait essais, mais on ne parlait pas bande dessinée. C'est donc cette petite frustration qui a fait en sorte que ces aînés-là, à travers les deux principaux festivals, les deux principaux collectifs d'artistes dessinateurs qui existaient à l'époque, le collectif A3 à Yaoundé et le collectif Très Noir à Douala. Ensemble, donc, ils ont pensé mettre en place le Mboa BD Festival qui devait être donc la place où tous les dessinateurs BDistes devaient être. Et c'est comme ça que la toute première édition du festival s'est tenue au centre de lecture de Mimboman, au CLAC, en 2010. Oui, en 2010. Et a évolué. À partir de l'édition de 2012, le festival s'est déployé à Yaoundé et à Douala. Donc, le festival se déployait sur 2 semaines. 4 jours d'une semaine à Yaoundé et 4 autres jours de l'autre semaine à Douala. Le festival a grandi. Le cosplay que tu évoquais tout à l'heure, cet art de se déguiser en des personnages de dessins animés ou alors de bandes dessinées, est arrivé au sein du Mboa BD Festival en 2015. Et le Mboa BD Festival a été donc le tout premier événement à faire une parade de cosplayers. Ça, c'était avec le soutien de la communauté des otaku. Donc, je fais un clin d'œil à cette toute première communauté avec laquelle on a collaboré à l'époque, Japanim. Donc, c'est vraiment eux qui étaient vraiment dans ça. Nous, à l'époque, même, je découvrais ça avec eux. Et on a organisé la toute première compétition de cosplay en 2015 là. Et aujourd'hui, c'est devenu un événement dans le Mboa BD Festival. Donc, souvent, ça a réussi à absorber même la place de la bande dessinée. Cet art de se déguiser là en des personnages de dessins animés. Et aujourd'hui, voilà, le Mboa BD Festival reste cette plateforme-là qu'aujourd'hui j'appelle un art très carrefour,
qui réunit aujourd'hui artistes vidéistes, auteurs de livres de jeunesse, illustrateurs tout court, animateurs 2D, donc cinéastes. Parce que voilà, dans le MOABD Festival aussi se retrouvent les réalisateurs et se retrouvent les doubleurs, les voix off et les ingénieurs son. Très voilà bien. le carrefour que le MOABD Festival aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et ça, c'est très riche, étant donné ce que j'ai eu à voir. Et l'autre point commun entre vous, ce sont les enfants. Alors, Radija, je vais te demander, pour toi, quelle est l'importance de se tourner ou alors se retourner vers les enfants quand on veut s'exprimer. Là, je vais prendre dans ton côté mots. Les mots que tu vas utiliser, les mots que tu vas mettre en avant, ces mots, tu vas les dédier, tu vas les destiner aux enfants en priorité. Alors, pourquoi ne pas faire? Parce que je sais que c'est pas évident de faire la littérature pour enfants. Elle est plus compliquée à écrire que la littérature pour les adultes. Alors, comment tu as porté ce challenge déjà? Comment c'était venu? Est-ce que tu t'es dit, moi, je vais écrire pour les enfants, ou alors ta première écriture s'est faite naturellement pour les enfants? C'est une excellente question, Ray, par rapport à ça. Je dirais, je vais reprendre la citation d'un poète nigérian qui s'appelle Chinua Achebe. Excusez-moi si la prononciation du nom de famille est écorchée. Qui disait que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, et pour nous, africains, je me considère comme africaine, même si je ne suis pas née sur le territoire africain. Si on ne raconte pas nos histoires, quelqu'un le fera à notre place. Les enfants, c'est un public qui a beaucoup d'imagination. C'est un public, généralement, c'est là où commencent les premières lectures. Et souvent, malheureusement, on n'a pas mis seulement récemment assez en valeur en fait des auteurs africains. En tout cas, moi, quand j'étais petite, il y avait très peu d'auteurs de BD. Toutes les BD que j'ai consommées ont été des BD européennes, malheureusement. Ouais. C'est que récemment qu'il y a eu ça. Donc ça aussi façonné la manière dont je voyais les choses, et ce complexe que j'avais quand j'étais un peu plus petite d'infériorité, de me dire mais pourquoi quand on regarde par exemple les BD de Tintin, le noir est infantilisé, le noir on le voit toujours dans une posture, une mauvaise posture. Et je pense que c'est très important de mettre en place des choses pour la diaspora, mais pour aussi le rayonnement de l'Afrique en tant que telle. Et je pense que c'est extrêmement important d'écrire pour les enfants. Également, pourquoi ça a une telle importance, c'est parce que le langage, c'est pas juste des mots en fait. C'est pas juste des mots. C'est une vision des choses. C'est comment on voit l'autre, comment on se voit soi-même. Et je pense que c'est très important de pouvoir divulguer ça à des enfants. Et les mots ne sont jamais neutres. D'accord? Ce qui veut dire qu'ils portent une mémoire. Ils peuvent guérir, enseigner et éveiller. Et c'est à cet âge-là que l'enfant, quand il est jeune, on peut encore modeler son cerveau. C'est-à-dire que améliorer son estime de soi. On voit de plus en plus d'auteurs et d'autrices parler des cheveux afro. On voit de plus en plus d'auteurs et d'autrices afro-descendants et africains qui mettent des super-héros à la couleur noire ou de couleur métisse. Et je pense que c'est extrêmement important. Et je terminerai par une autre citation d'un écrivain de chez moi, de Cher Amadou Khan, qui disait que la parole est un fruit dont la peau s'appelle bavardage et la chair, éloquence et le noyau de bon sens. Donc notre mission en tant qu'auteur, autrice, lecteur et lectrice, c'est de protéger cette chair et d'y ajouter notre propre saveur.
Juste pour te rejoindre un peu, Khadija, j'ai discuté dernièrement avec des aînés et on se posait la question de savoir comment on va faire pour redonner une position de valeur à l'audience africaine. Leur fait comprendre qu'en fait, nous aussi, nous avons un potentiel et qui est tout aussi fort que celui de, entre guillemets, le blanc. Parce qu'on posait la question là sur l'acculturation qu'on a, le fait que nos contenus ou alors tout ce qui vient de nous en Afrique est classé en troisième choix, même par les Africains, par les Africains surtout, est classé en troisième, quatrième choix, contrairement à ce qui vient d'ailleurs. Où moi je disais que voilà, je pense qu'il faut juste décider qu'à un moment, on commence le travail et on doit le commencer à la base. On ne peut plus travailler sur nos générations-là, nous sommes déjà un peu corrompus par cela, ce positionnement, nous sommes déjà un peu corrompus. Et donc, il faudrait donc partir sur tout ce qui est contenu jeunesse et commencer à travailler en se disant, OK, si on commence le projet en 2030, à partir de 2030, dès la maternelle, donc dès que l'enfant est dans son cursus d'initiation, on commence avec des contenus valorisants et qu'ils grandissent avec. Parce que sur nous, là, c'est mort. Surtout sur ceux en cours, là. Voilà, nous, dans le milieu de la bande dessinée, c'est le manga. C'est le manga et c'est les animés. Voilà. Donc, voilà. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Patterson, mais je pense qu'il faut aussi une volonté politique. Là, par exemple, si je prends le cas du Sénégal avec la vision 2050, il y a de plus, le président actuel prend vraiment à cœur la culture et la littérature et veut vraiment la promotion des auteurs sénégalais. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce que généralement, quand on parle de vision, quand on parle de vision, c'est surtout une vision économique, et la culture est mise de côté. Alors que là, dans le plan de John Fay, pour 2050, c'est vraiment de mettre la culture à une grande place dans cette vision économique du pays. Et je pense que d'autres pays africains devraient faire la même chose, parce que les anglophones le font déjà avec le Nigeria, avec leur cinéma Nollywood, leur musique, et je pense que c'est important que nous, en tant que francophones africains, on le fasse aussi au niveau local, pour aussi rayonner au niveau international. Le Cameroun a publié le budget de l'État et le ministère de la Culture a, je crois, l'avant-dernier budget. Donc, oui, Patterson, je vais justement rester avec toi. Patterson, je reste avec toi sur la question, justement, de la présence. Parce que tu me disais dernièrement, lors de la journée internationale de l'écrivain africain, tu me disais, vous faites tous vos événements, mais vous oubliez que vous avez été des enfants. Tout a commencé avec les BD. Vous avez tous lu des BD. Alors aujourd'hui, pourquoi vous mettez la BD de côté quand vous voulez réaliser vos événements et toute autre chose? Et là, j'ai été frappé vraiment de plein fouet, parce qu'en fait, c'est ça. C'est cet enfant, et je voulais justement te dire, le public que j'ai constaté, comme je dis, le pouvoir que vous avez tous les trois, sur les enfants, et au dernier mois BD, il y avait beaucoup d'enfants. Et je sais que les enfants sont très exigeants. Alors, comment tu te sers, bon, ce service, ça va paraître un peu bizarre de le dire comme ça, mais comment tu utilises la présence des enfants pour pouvoir faire passer la culture, ou plutôt, à quel moment sais-tu que tu es en train de faire passer le bon message? Parce que les enfants, ils sont exigeants, et surtout, on dit aux enfants, Bob Marley disait, il faut dire la vérité aux enfants. Donc, alors, à quel moment tu sais que les enfants ont, j'ai envie de dire, la bonne vérité? Je sais plus quel est le penseur qui avait dit que les choses que tu as apprises tard, bats-toi pour que tes enfants les apprennent le plus tôt possible. Donc, nous, c'est notre position. Le cœur du cible même du Mboa BD Festival, ce sont les enfants.
c'est vraiment le jeune public, parce que pour nous, il s'agit de les initier, de les accompagner dans ce qu'ils ont pour le moment, qu'ils considèrent juste comme une passion, qui est le dessin. C'est de les accompagner et leur montrer que ça peut être une carrière et ça peut être un métier. C'est pourquoi le Mboa BD a une activité qui s'appelle intervention en milieu scolaire, qui a évolué aujourd'hui et est devenue en milieu scolaire et académique. Donc, pendant toutes les journées du Mboa BD Festival, nous allons dans les écoles à la rencontre des élèves à partir de la classe de 6e pour leur donner des ateliers et pour essayer de changer la perception. Et ça, c'est un message que je passe aux parents, essayer de changer la perception que les parents ont de certaines disciplines, notamment les disciplines artistiques. Parce que les parents sont toujours en mode, voilà, ce n'est que distraction. Si l'enfant commence à dessiner sur tout, même sur les murs de la maison, au lieu de se dire, on va le recadrer, on va l'encadrer, on va le confier à des grands frères qui font dans ça, on va frustrer l'enfant, on va le fouetter pour lui dire juste de lire. Sauf que même en lisant, s'il se met à lire une bande dessinée, on va dire qu'il perd son temps. Or, je ne connais pas une personne qui a été initiée à la lecture sans le dessin. Je ne connais pas une seule. Parce que le premier outil d'apprentissage du langage, c'est le dessin. C'est le dessin. C'est pourquoi les premiers écrivains étaient donc des calligraphes qui dessinaient pour écrire. Donc, le premier outil, c'est ça. Et donc, nous essayons au maximum au sein du Mboa BD de garder le festival enfantin. On essaie de garder le festival enfantin, bien qu'il y ait des conférences ou alors des activités qui sont pour les plus grands. Nous donnons 60% de la programmation du festival sur des choses qui vont intéresser les élèves. Donc, un visiteur était venu me dire que ça a plus l'air d'une kermesse. J'ai dit oui, si tu avais posé la question, on t'aurait expliqué pourquoi c'est comme ça. Parce que pour nous, il est plus question d'initier et d'encadrer cette jeunesse-là et surtout de l'amener à cette culture des contenus camerounais surtout et des contenus africains pour une jeunesse qui est à 95% exposée à des contenus qui ne viennent pas de l'Afrique. Donc, c'est ça notre sacerdoce, c'est ça la mission et la vision que nous avons sur le Mboa BD Festival. Oh ouais, c'est quelque chose de très noble et je crois que Radija, c'est plus poétique. Alors, Radija, tu as quelque chose que vous rebondir sur les propos de Patterson. Oui, alors je suis 100% d'accord avec ce que dit Patterson sur le fait que les enfants ont besoin d'être initiés. Et moi, je vais vous donner un exemple qui est pas forcément dans la littérature, parce que c'est un exemple que j'ai vu récemment. Comme je vous ai dit, j'habite maintenant en Arabie Saoudite et le royaume d'Arabie Saoudite a mis en place les e-sports. Le e-sport, c'est les jeux vidéo en ligne. Et j'étais choquée de voir qu'il y avait une personne qui venait d'Afrique qui est venue faire la compétition. La plupart des gens qui sont venus faire cette compétition de jeux vidéo, il y avait 7 millions de dollars à gagner, d'accord? Des Européens, des Asiatiques. Il y avait une seule personne du Mali. Il y avait des personnes afro-américaines, mais il n'y en avait que 2. Et la personne qui arrivait en deuxième position, c'était mon favori qui était du Chili, qui a remporté quand même presque 1 million de dollars. J'étais choquée de voir que en Afrique, on a tellement de talent, il y a tellement de personnes qui jouent aux jeux vidéo en ligne, mais qui savent même pas comment postuler pour aller à cet événement qui est mondial et qui met en valeur en fait les gens qui jouent aux jeux vidéo. Et on a cette vision de dire ah mais les jeux vidéo, si tu joues à ça, t'es un nul, tu sers à rien, tu peux pas en vivre. Ben moi je l'ai vu de mes propres yeux. Le e-sport, c'est sur 2 mois.
au mois de juillet, au mois d'août, et des enfants de 15 ans jusqu'à des gens de 34 ans, le gagnant il a eu 34 ans qui vient de Chine, ils font des compétitions sur des jeux vidéo, sur tout type de jeux vidéo, le sport, le jeu d'armes, le sport de baston, Street Fighter, etc. Et moi, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, mais ça pourrait donner tellement, ça pourrait tellement aider. Je connais tellement de jeunes Africains qui jouent aux jeux vidéo, pas forcément qu'on l'appelle, qui jouent en ligne. Ils auraient tellement aimé avoir cette opportunité. Et je pense que c'est important également que ce que fait Patterson, et c'est génial, parce qu'il permet à cette jeunesse, en fait, de voir autre chose. Malheureusement, nous, les Africains, on n'est connus que pour danser. Et c'est le stéréotype qu'on a encore. Quand on va sur TikTok, on tape Afrique, on va voir des gens à moitié nus. On va pas voir, par exemple, Patterson avec le festival qu'il est en train de faire. Quand on va taper Cameroun, c'est toujours les choses négatives qu'on va voir de l'Afrique. Et je pense que ce que tu fais, Patterson, moi je suis fan déjà. Je sais pas si tu le propages sur les réseaux sociaux. Et si tu peux partager ça avec toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, partage le lien. Moi, en tout cas, je vais suivre cette initiative. Je le trouve très bien, en tout cas. Ok, ça c'est super. Personne. Le message il est passé. Donc, il faut continuer à bosser dans ce sens-là, tant que ça permet justement de faire revivre l'enfant, tant que ça permet d'abord de faire revivre l'enfant en soi-même, puis de faire vivre l'enfant qui se tient devant nous et de le préserver. Parce que s'il faut évoluer, il faut vraiment qu'on le préserve et qu'on le préserve dans son expression à lui. Gérard, c'est pour ça que parlant justement de cette expression, le jeu, c'est la plus vieille activité de l'humanité. On a joué dès le début. Adam a joué à nommer les choses. C'était déjà ça, moi, je pense que là où était, Dieu a joué. Dieu a joué à les piéger avec la paume. Donc, on a joué à quelque chose. Je blasphème, un peu blasphémer, mais bon, voilà, ça c'est, on est autour du jeu, donc on peut jouer à blasphémer. Donc, en fait, jouer est la plus vieille activité de l'humanité. Et aujourd'hui, tu nous ramènes le jeu. Et ce que j'observe quand je vais au festival Pouspion, c'est comment les gens sont des inconnus, de parfaits inconnus. Moi, j'ai joué avec des gens que je ne connaissais même pas. Quelqu'un est assis à une table, tu le laisses avec son jeu, tu t'assois à la table d'à côté parce que tu veux explorer cet autre jeu. Et la personne te dit, bon, et si on jouait un peu ici, tu lui dis, est-ce que tu connais les règles de l'autre et tout. Voilà ce que le jeu nous a permis d'avoir à ce moment-là. Maintenant, on parle de culture. Chez toi, Gérard, à quel endroit tu positionnes la culture quand il faut que les gens se mettent à jouer? Parce que au moment de jouer, ils s'oublient. Ils vont laisser passer ceci, ils vont aller découvrir un jeu. Mais toi, quel est ton objectif? De voir deux inconnus, quand deux inconnus s'asseyent autour d'une table et ils partagent un jeu en lisant les règles, sans tenir compte de l'origine de ce jeu. Il vient de tel pays, de tel autre. Qu'est-ce que tu veux créer, Gérard, avec ce type de rencontre? Nous, dans le cadre du festival, Pouspion, je l'ai dit d'entrée de jeu, hein, pour nous, le festival, c'est une vitrine de promotion culturelle. Et le jeu, c'est un outil de socialisation, ça c'est clair. C'est Einstein qui disait que on peut mieux comprendre quelqu'un qu'en jouant avec cette personne. Donc, ça, Einstein, lui, il avait compris, en fait. Pour comprendre quelqu'un, il faut jouer avec cette personne. Et puis, le jeu, il a toujours sa place dans toutes les activités de l'humanité. Nous jouons en permanence, nous sommes en perpétuel, entre guillemets, en mode enfantin, même s'il y a des personnes qui pensent que jouer, ce n'est que l'apanage des enfants, c'est faux. Nous jouons à tous les âges, nous jouons à tout moment, mais maintenant, comment le jeu et la culture, le jeu, lui, nous a permis il a toujours permis à l'humain, à l'homme de se perpétuer dans le temps, en fait. À chaque culture, à chaque année, à chaque contexte, il y a forcément des attitudes qui naissent. Il y a des attitudes qui arrivent, il y a des personnes qui naissent, et forcément des jeux. Il y a des nouvelles perceptions qui arrivent en permanence. Là, aujourd'hui, il y a peut-être la dominance du jeu vidéo. Avant, il n'y avait pas cette dominance du jeu vidéo. Et on a vu avec le Covid,
le jeu vidéo a agacé tout le monde et puis tout le monde s'est encore jeté dans les jeux de société. Ça rôde en fait. Ça rôde. Donc le jeu a toujours été un outil de socialisation. Ça a toujours été un outil un outil pédagogique. Hein. Et nous, à travers le jeu, nous essayons d'explorer des nouveaux terrains culturels. Nous essayons d'explorer des nouveaux terrains culturels. Nous essayons de côtoyer des Canadiens, voir comment ils se comportent. Si vous allez sur la page Festival Pouspion, vous allez bien voir qu'il y a beaucoup d'étrangers qui se sont retrouvés en train de danser pendant le festival. Mais ils dansaient des danses que nous, on ne maîtrisait pas. Et puis, bon, c'est un moyen d'entrer aussi en communion avec ceux-là, de socialiser avec eux, de partager, d'échanger. Et c'est ça, c'était un événement ludique, mais bien plus que du ludique, c'est un événement de promotion pédagogique, didactique même. Et c'est un immense outil patrimonial, hein, de promotion patrimoniale aussi. Et donc, D'accord. Pour revenir sur les enfants, Patrice, on évoquait tout à l'heure les enfants avec Khadija. Nous nous sommes dit non, ce n'est pas que les enfants, mais c'est l'humanité en général. Voilà, parce que il n'y a pas l'enfant sans l'adulte, il n'y a pas l'adulte sans l'enfant. Et puis nous nous disons, voilà, si les deux jouent ensemble, forcément, on pourrait peut-être avoir une humanité beaucoup plus responsable que ce que nous avons aujourd'hui. Plus on joue, plus on est tolérant, plus on joue, plus on sait accepter les choses et relativiser la vie en fait. Donc voilà un peu notre philosophie. D'accord. Tout c'est très intéressant. Je reste avec toi, Gérard, parce que tout à l'heure, dans sa seconde intervention, Patterson parlait de se réapproprier les choses. Par exemple, les cosplayers, ils vont utiliser des costumes manga, des personnages manga qui existent et ils vont les avoir, ils vont les renvoyer à leur sauce. Et au Festival Pouspion, j'ai vu des jeux, je ne vais pas dire qu'ils sont calqués sur le modèle occidental, mais des jeux qui nous rappellent, par exemple, le Cluedo, des jeux qui nous rappellent le Monopoly, mais ce sont des jeux qui sont maintenant faits avec, ils sont faits par l'Africain, ils sont faits par l'Afrique. Je vois l'Undem, par exemple. L'Undem nous rappelle ce jeu de casse qu'on a plusieurs fois connu, on a rencontré sur plusieurs classes. Et j'ai vu d'autres jeux où on te pose des questions, c'est un peu comme le trivia posé. On te pose des questions, mais des questions africaines, des questions d'histoire d'Afrique, géographie d'Afrique, des choses comme ça. Alors, cette réappropriation, jusqu'où va-t-elle aller? Est-ce qu'on va toujours puiser dans la culture de l'autre pour pouvoir définir la nôtre? Ou alors, à un moment, il faut qu'on se serve pour créer de nouveaux, je vois que les personnes qui s'imposent cette année, de nouveaux jeux. Je veux dire, la majorité des jeux que les jeunes proposent aujourd'hui sont calqués sur le Monopoly, le Trivia Pursuit, le Cluedo et autres jeux d'intelligence ou de stratégie. Jusqu'à quel point va-t-on exploiter les autres ou alors on aura toujours besoin pour pouvoir exprimer ce qu'on a comme culture chez nous-mêmes? Alors, j'aime beaucoup cette question-là. J'aime beaucoup cette question parce qu'il y a, à peine j'ai pensé à lui, que sa nationalité m'a échappé, Homi Bhabha. Il y a un écrivain, Homi Bhabha, qui faisait allusion il parlait, en fait, il faisait allusion au tiers-espace. Il faisait allusion au tiers-espace entre cette culture du colonisé là et du colonisateur. Mais moi, je ne vais pas prendre ça dans ce sens-là. Je ne vais pas prendre ça dans le sens du colonisé et du colonisateur. Moi, je vais prendre ça dans le sens de ma culture et la culture d'ailleurs, en fait. C'est un peu dans ce sens-là que je vais prendre ça. Pour dire un peu que, en matière de culture, il y aura toujours cette perpétuelle renaissance. Il y aura toujours cette perpétuelle renaissance. Il est clair que le jeune qui arrive aujourd'hui et qui n'a pas connu les masques d'il y a 60 ans, il aura peut-être du mal à s'en approprier et il pourra peut-être les adopter d'une certaine manière. Donc, il y a cette culture du mélange là qui va toujours se créer, une sorte de métissage en fait. Et donc, moi, je pense qu'avec le jeu aujourd'hui, on est plus dans une culture du métissage que
je n'ai pas envie de dire de l'emprunt, mais je préfère rester dans le cadre du métissage. C'est des mélanges, c'est des mélanges. J'ai un ami, Didier Lenain, il a fait le Cameroun, il a fait la Côte d'Ivoire, il a joué à la Wale, il a joué le Songo, mais lui, il a créé un jeu qu'on appelle Kawale, qui est sorti, ça fait 2 ans. Il s'est inspiré du Songo, il s'est inspiré de la Wale pour créer un jeu aujourd'hui qui s'appelle Kawale. Et bon, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, il y a des jeunes qui vont peut-être découvrir ce jeu et qui vont en créer un autre, ainsi de suite et ainsi de suite. Moi, je pense que le jeu, tout comme la culture, ça doit être un outil de développement, ça doit être un moyen d'inspiration en fait. On doit s'en approprier. On doit s'en approprier. Bon, ben, d'aucuns me diront, oui, mais il faut prendre la dose normale. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous ne prenons que ce qu'il y a autour de nous. Nous allons toujours prendre ce qu'il y a autour de nous. Si ce sont les tours de béton et les buildings qui dominent actuellement, forcément, nous allons en prendre. Et le jour où nous allons forcément découvrir des habitants paillotes et autres, nous allons les adopter forcément. Moi, je dis, on est dans une période où il faut à tout prix faire des mélanges. Il ne faut pas rester cantonné. Il ne faut pas se dire, voilà, ça demeure l'Afrique telle qu'elle était, ou alors ça demeure peut-être l'Afrique comme elle est aujourd'hui. Mais l'Afrique comme elle est aujourd'hui n'existe pas sans le monde. La preuve est que nous utilisons Streamia, nous utilisons les téléphones et autres. Nous prenons dans le monde d'aujourd'hui et nous essayons de maintenir ce que nous avions hier. Nous, c'est dans ce sens que nous avançons avec le projet Pouspion. Nous n'essayons pas de combattre X ou Y, mais nous essayons de ramener les gens, de sensibiliser le monde à ne pas fermer les yeux sur le jeu, sur le loisir. Parce qu'on pense que le jeu, le loisir, c'est ça qui nous maintient, c'est ça qui nous fait sourire, c'est ça qui nous permet de se rapprocher davantage de l'autre et même parfois de comprendre davantage l'autre. Donc, les cultures, pour chuter les cultures, il faut les adopter, il faut en faire un cocktail qui marche avec le contexte dans lequel on est. Ok, super, ça c'est parfait. Et Radio Vérité, j'ai souri tout au long de l'intervention de Gérard. Il y avait, bien sûr, j'ai noté les moments où tu souriais le plus. Donc, toujours quand il y a ce mélange qui arrive, et justement, toi qui, je veux dire, toi qui as l'esprit qui se balade entre diverses terres, toi qui es né ici, qui appartient, qui vient de là-bas et qui va de l'autre côté et qui tourne dans un sens comme dans un autre. Alors, et tout cela fusionne en toi, ça bouillonne en toi. Comment tu fais la part des choses au moment d'exprimer, je veux dire, ta culture? Et finalement, quelle est ta culture? Quelle est ma culture? C'est la question qu'on m'a posée, l'une des questions qu'on m'a le plus posée depuis que je suis petite. Alors, quelle est ma culture? Ma culture, j'aurais aimé dire que ma culture est 100% sénégalaise, mais c'est faux. J'ai grandi dans un contexte sénégalais, en région parisienne, mais ma culture n'est pas 100% imprégnée du Sénégal. J'ai bien sûr un peu de culture française, mais c'est une culture, je veux dire, qui est assez internationale. Parce que j'ai eu l'opportunité de vivre au Mexique, en Chine, étudier en Espagne, et aujourd'hui, j'habite en Arabie Saoudite. Donc, c'est un mélange. Mais l'essence de ça est que je suis africaine. C'est-à-dire que j'ai juste des nouveaux prismes qui se sont ouverts et qui me donnent un peu plus d'informations. Mais dans mon essence, je suis une femme africaine. Dans mon essence, dans mon comportement. C'est-à-dire que même si j'ai vécu dans plusieurs pays, même si je vis aujourd'hui dans un pays étranger, je reste africaine. Quand on regarde mon prénom, on regarde mon nom, c'est un prénom africain. D'origine arabe, mais c'est un prénom qui est africain et c'est un nom de famille qui est africain. Donc je suis africaine. Maintenant, comment je navigue tout ça? Moi, j'essaye vraiment d'avoir cette vision d'un enfant
d'être toujours dans l'apprentissage. Et c'est ça qui m'aide aussi à écrire, à faire mes écrits. C'est-à-dire que quand j'écris, je souhaite, parce que je ne suis pas née en Afrique, j'ai cette volonté de promouvoir l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, c'est pas forcément le microcosme du Sénégal, mon pays. Bien sûr, parce que je le fais, mais je le fais autrement. Pour moi, il est important que l'on voit l'Afrique, et ça va peut-être déplaire à plusieurs personnes, comme un bloc. Si on se contente de montrer que moi je suis camerounais, je suis de Babeleke, je suis ça, je suis Bassa, ça va pas fonctionner. Malheureusement, on est défavorisé dans le sens où si on reste chacun dans nos cultures, qui moi je suis un mélange de Wolof et Serer. Et pour ça, c'est important pour moi de parler ces langues et d'écrire dans ces langues-là. Même si c'est un moment d'orthographe encore qui le fait, mais pour moi, c'est un devoir d'écrire dans ma langue. Parce que pour moi, si j'écris dans d'autres langues, le français, qui est une langue pour moi de déracinée, qui n'est pas forcément ma langue maternelle, j'ai écrit en espagnol, j'ai fait l'effort d'apprendre l'espagnol, j'ai fait l'effort d'apprendre le portugais. Pourquoi ne pas faire l'effort d'apprendre la langue de mes parents? Parce que ça ne fait pas de sens. Et je sais que c'est difficile parce que il n'y a pas énormément de ressources. Mais pour moi, c'est un devoir d'écrire dans ces langues-là. Même si c'est beaucoup plus compliqué, même s'il y a moins de ressources, je m'efforce à le faire parce que je veux laisser une trace derrière de ce que je fais. Et pas seulement qu'on dise, ce qu'Adija Enda, il a écrit des livres en français, en anglais, en espagnol. C'est bien, mais c'est pas mon essence. Et quand j'écris dans cette phase de culture, j'essaie toujours de mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité d'aller en Afrique et qui va s'intéresser et qui plus tard va peut-être déménager dans un pays africain, va peut-être se marier avec une africaine ou un africain, mais de donner cette autre vision que de l'Afrique. On n'est pas seulement bon pour... C'est très bien, on sait bien danser, on fait de la nourriture, c'est excellent, on est très bon dans le sport, mais on sait faire autre chose. Et c'est dans le autre chose que je veux être connue. Je veux pas être connue parce qu'on va dire elle a une belle voix, etc. Ça ne m'intéresse pas. Et pour moi, c'est extrêmement important de mettre en lumière ça. C'est-à-dire que quand j'écris, je me mets toujours surtout quand j'écris dans d'autres langues, je me dis ok, la personne qui va lire là, elle n'est pas forcément africaine. Comment je vais l'amener dans mon univers? Et c'est pour ça, pour moi, la culture, c'est important. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Et si on ne sait pas d'où on vient, on a très peu d'estime de soi. Et le monde nous a prouvé, avec ce qui s'est passé avec Miss Univers, que même dans les plus hautes instances, on nous dénigre. Miss Univers, la Miss Univers qui devait gagner, c'était Miss Côte d'Ivoire. A été dénigrée, soi-disant, parce que son passeport est trop faible. Mais quel mépris! Et moi, quand je vois ça, je me dis, et quand j'ai vu sa hauteur, qu'elle a dit non, moi je me désengage de tout ça, et que tout le monde l'a supporté, c'est-à-dire pas que les Africains, mais des personnes hors d'Afrique, là je me dis, on commence à changer les choses. Et c'est comme ça qu'on doit faire. On ne doit plus se laisser faire. On ne doit plus être tout petit, me dire je viens du petit pays du Cameroun. Non, je fais ceci, se mettre en valeur. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que j'envie un peu à ces Noirs américains, c'est que eux ne savent pas forcément d'où ils viennent, mais ils sont extrêmement fiers. Quand je parle avec eux, I'm Black American, je suis là, j'ai fait ça. Et on doit avoir cette attitude. C'est-à-dire qu'on doit être extrêmement fier. Même si on fait une vente, 2 ventes, 3 ventes de livres, être extrêmement fier de qui on est. Et c'est là qu'on va nous respecter, c'est là qu'on va commencer à nous écouter. Et l'humanité est née en Afrique. Et je pense que dans les années à venir, l'attention va retourner en Afrique parce qu'on va être le continent avec le plus de population. Donc, qu'ils le veuillent ou non, il va falloir
nous écouter. Mais pour ça, il va falloir qu'on mette en place des choses pour nous faire respecter. Et ça commence, et quand je vois les initiatives par-ci, par-là dans plusieurs pays, ça commence à arriver et moi, ça me rend très, très fière. Il faut voir grand, pas seulement sur un petit pays ou un grand pays, mais voir l'ensemble. Parce que à l'extérieur du continent, la plupart des gens voient encore l'Afrique comme un pays et comme un grand pays, pas avec 54 nations. Oui, effectivement, c'est vraiment magnifique et j'ai aussi observé Patterson pendant que tu parlais. Je vois que ce que vous dites les uns, ce que vous dites, c'est les uns s'intéressent vraiment les autres. Hein. Et puis il y a toujours cette bonne réaction. Et justement, Patterson, j'allais arriver sur ce point-là avec toi. Il y a toutes ces choses qui se mélangent. Et quand je lis l'indignation de Radija, je pense un peu au BD et je pense d'abord à la BD. Quand les gars produisent et quand toi-même tu es face à une planche avec la super influence qu'il y a du Japon concernant la BD, comment on fait pour rester soi-même? Parce qu'une fois, je me rappelle, de ça c'est peut-être, je crois que c'est 2015, il y avait une rencontre au Centre culturel camerounais et je suis allé voir comment c'était un BDiste, ce qu'il dessinait et j'ai vu que à plus de 80%, on avait des dessins qui ressemblaient à ce que les Japonais faisaient. Et j'ai donc demandé à une des dessinatrices, je lui ai demandé, mais dis-moi, est-ce que c'est parce que tu trouves que ça vend que tu dessines comme ça ou alors c'est comme ça que tu as envie de dessiner? Moi, je voulais comprendre. J'ai demandé, mais pourquoi tu ne vas pas dessiner ton personnage qui est là, bon, qui a ses bons petits bourrelets à lui, qui a ses cheveux qui un peu. En fait, je veux dire, un personnage commun. Un personnage tout à fait commun, ordinaire. Pourquoi tu représentes, oui, tu dessines très bien, mais c'est que c'est très bien pour les mangas. C'est très bien japonais. Mais maintenant, quand on revient à ce que nous on doit faire, alors, Patterson, comment on arrive à tenir fermement sa culture au bout de son crayon quand on quand on est assiégé par ce que les Japonais proposent, par exemple? Tu serais. Moi, je dis que nous tous, nous sommes le reflet de notre environnement. À une époque, j'ai grandi dans un quartier de Douala qui s'appelle Kolmintak. C'est un quartier réputé assez dangereux. Et le rêve des jeunes là-bas était de devenir le plus grand boy. À l'époque, on ne disait pas, on parlait des boys, les boys. Donc, en fait, c'est d'être le plus grand caïd. D'être le plus grand caïd. Ça, c'est pour Hadida. Donc, c'était ça le rêve du jeune. Donc, c'est de surpasser le caïd qui est là actuellement. Il ne peut rêver que de ce que son environnement lui donne. Malheureusement. Moi, j'ai divisé un peu l'écosystème de la bande dessinée au Cameroun en générations. Et donc, on a la génération actuelle. Moi, par exemple, j'ai regardé les animés à l'époque où les Japonais étaient influencés par le franco-belge. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'il y a pas mal de dessins animés, de bandes dessinées qui ont été réalisés par les Japonais, mais qui étaient des productions de commande. Et donc, qui étaient commandées par des Européens. Et ils devaient donc respecter le style qui marchait en Europe. Avant de trouver leur voie à eux et d'adopter ce qu'ils appellent aujourd'hui le manga, leur style graphique, et de l'imposer par la capacité de la force de leur production. Ils ont réussi à imposer ça. Sauf que comment demander à un jeune qui dessine, moi, tous les jeunes qui sont nés dans les années 2000 ont commencé à dessiner sans beaucoup. Exact. Parce que c'est ce qu'ils voient.
Or, nous de la génération 90, nous allons faire des représentations de Spider-Man. Nous allons faire des représentations des Power Rangers. Mais les gens de la génération 80 vont te représenter les Black Lorock, les Zembla. Ouais, exact. Ce sont des influences. C'est ce que eux ils ont lu. C'est principalement ce qu'ils ont lu. Ils vont te représenter les Mickey et autres. Donc, on a ça. C'est maintenant comment on sort de là pour ces jeunes-là. Pour beaucoup de jeunes qui sont nés dans les années 2000, ils ont eu pour principale influence, sinon pour seule influence, les animés manga. Ce n'est que ça qu'ils avaient pour... donc maintenant, à côté, à cette époque-là au Cameroun, qu'est-ce qu'on avait comme bande dessinée dans les années 2000, en dehors de quelques extraits dans le 100% jeune? Ouais. On n'avait pas. Il n'y a vraiment pas de production de bande dessinée en termes d'albums sur les années 2000. Si vous cherchez, vous allez trouver sur tous les années 2000 à peine une dizaine d'albums qui soient sortis au Cameroun et par des Camerounais pour la bande dessinée. On a des albums qui sont sortis, mais par des BDistes camerounais, mais dans la diaspora. Donc, on avait ça. On avait quelques fanzines qui étaient sortis à cette époque-là. On avait des fanzines de Solange, Let Us Talk About Sex de Georges Pondy et Feu Kelintep qui sortaient. Mais c'était vraiment des ouvrages à caractère sensibilisation. C'était des bandes dessinées qui étaient conçues, qui étaient réalisées par l'ONG ACMS à l'époque pour sensibiliser sur la sexualité jeune et sur les fléaux du VIH-Sida à cette époque-là. Donc, c'est à partir en fin des années 2000 qu'on commence un peu à voir des albums qui sortent. Et c'est l'ensemble de tout ça aussi qui a fait la volonté et la vision du Mboabédé Festival. Donc, aujourd'hui, beaucoup de jeunes changent leur style graphique. Et ça, c'est parce qu'on a commencé à mettre en place des ateliers. Des ateliers où on leur dit, voilà, corrigez votre style graphique, améliorez votre style graphique. Certes, vous avez été influencé par ça, mais vous pouvez dessiner autrement. Et même dans la production de bandes dessinées, même le public, le grand public, parce qu'il faut dire que les enfants, ce sont les enfants qui demandent à lire, mais ce sont les parents qui achètent. Et au début des productions, il y a beaucoup de parents qui s'étaient plaints de ça, du fait que voilà, on a des personnages qui ont un teint noir, mais qui ont des cheveux pointus. Ça ne marche pas. On a une histoire qui se passe dans un lycée de Bépanda, mais on a un long bâtiment comme ça avec une grande horloge là au milieu. Ça ne marche pas. On a des élèves du lycée Leclerc en mini-jupe évasée. Ça ne marche pas. Qui en fait étaient des clichés vraiment de l'influence des mangas. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de dessinateurs ont amélioré ça. On a enlevé ça et aujourd'hui, on commence à avoir des histoires authentiques. Il y a une histoire, une BD que j'adore beaucoup, L'Mpoué de Martini Ngola, certes avec un scénario sur d'une européenne, mais L'Mpoué qui est vraiment sur la transmission de nos traditions, sur le fait que quand la succession te poursuit là, l'enjeu de la mort de la succession, quand elle te poursuit, peu importe où tu vas, elle va te trouver. Donc, le Mpoué qui est vraiment cette représentation-là. On a beaucoup aujourd'hui, que ce soit les Zebra Comics, qui font vraiment des trucs sur les mythologies africaines, les mythologies camerounaises. Que ce soit Kati, qui est sur le mythe d'un personnage réel qui est existé et qui nous présente un peu la balade dans la ville de Yaoundé. Donc, aujourd'hui, les auteurs ont amélioré ça et véritablement essayent de proposer des contenus authentiques
et des contenus faits par les Africains, faits par des Camerounais, qui présentent un peu le monde vu par les Camerounais et avec des traits camerounais. Donc aujourd'hui, c'est dans ça qu'on est. Mais je pense que le combat est loin d'être terminé. Je pense qu'on n'est même pas à 25% de ce combat-là. Tant qu'on n'aura pas des politiques, comme le disait Khadija tout à l'heure, tant qu'on n'aura pas la force des politiques qui vont se mettre en place et encadrer tout cela, ça restera en fait des petits efforts sporadiques. Ça restera juste des petits efforts et on n'aura pas un mouvement d'ensemble. Donc, si on se met, on se dit, OK, voici une vision sur, on veut se dire, dans 10 ans, on voudrait éradiquer le fait, la grosse influence du manga dans les pratiques. On doit se donner un projet et on doit se donner au moins 10 ans sur ça. Oui. Et pour ça, il faudra donc encourager les productions et mettre en avant les productions locales. Aujourd'hui, on n'a pas, par exemple, d'espace de distribution. Les maisons d'édition de bandes dessinées au Cameroun, on a à peine 5. Et on n'a même pas un seul point de distribution dédié à la bande dessinée. Exclusivement la bande dessinée. Au Cameroun, il y a des jeunes qui essayent des initiatives. Je pense au projet de la BDTech, la BDTech d'un jeune, il est à Douala, la BDTech Manga 237. C'est des initiatives qu'on a, mais son projet est assez orienté otaku, ce qui fait que des éditeurs de bandes dessinées autres ne se sentiront forcément pas intéressés. Donc, lui, son projet est né dans la communauté des otaku. Mais voilà, c'est ça en fait la vision. C'est dans ça qu'il faudrait qu'on y aille pour se dire que voilà, à l'horizon 2035, on est une génération qui pense à ne faire que des contenus auxquels le public cible s'identifierait. Ok, très bien. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que bien sûr, c'est le SAPLO, le thème général, c'est Je pense, dont je livre. Et le thème du jour, c'est la promotion culturelle entre jeu, langage et mots. Et le SAPLO va s'achever le 30 novembre, donc dimanche. Tout simplement, voilà, vous continuez de nous suivre. Et là, je suis avec Gira a un souci d'Internet, donc il a dû nous quitter. Là, je suis avec Radija Ndoye et Patterson Secret. Et nous sommes justement en train de parler des mécanismes de la culture, de comment la tenir déjà, et des assauts impressionnants et puissants des cultures extérieures qui influencent grandement ce que nous faisons, à tel point que certains ont peur d'écrire comme eux-mêmes et déjà vont se dire, Radija, en littérature générale, je vois souvent, j'entends souvent des auteurs dire, moi je vais écrire pour gagner un concours, moi je vais écrire pour gagner un Nobel, moi je vais écrire comme pour être accepté par Gallimard, moi je vais écrire, ce sont des choses qu'on voit souvent, je vais ceci pour être comme cela. À ce moment-là, Radija, toi qui écris ces livres-là pour enfants, toi qui écris en plusieurs langues, quand tu prends ces langues non africaines, par exemple, qu'est-ce qui s'exprime? Quelle est la partie de toi qui s'exprime? La partie qui parle cette langue ou alors la partie qui va dire, je vais dire, comme Mongo Betty disait, qui va dire le Betty en français. Il va dire le Wondo en français. Plutôt, est-ce que tu as une langue à laquelle tu es inspiré et finalement une autre avec laquelle tu écris? Comment tu arrives à tenir la culture? Je vais revenir avec cette même question-là. Comment tu arrives à tenir la culture malgré l'influence des langues étrangères? Ou alors, sous le couvert de l'influence des langues étrangères, comment arrives-tu à tenir ta propre culture? Tu as dit à plusieurs reprises, je suis africaine. Alors, comment cela, tu arrives à le tenir dans ton écriture? Alors, j'arrive à le tenir dans mon écriture, dans le sens où je transmets ce que je connais, des voyages que je fais, les cultures que j'apprends,
je le transmets toujours dans mes écrits. J'essaye au maximum possible. Et pour moi, écrire dans plusieurs langues, c'est juste un véhicule qui me permet d'atteindre plusieurs cibles. Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit. J'écris pour être un prix Nobel. Tout ça, c'est des choses indépendantes de notre volonté. Je trouve, pour moi, c'est une manière extrêmement hautaine. Écrire pour gagner un concours, c'est extrêmement hautain. Et je ne pense pas que c'est vraiment un auteur. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée pour écrire, tout le monde peut se prétendre auteur. Beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, c'est pas forcément des mauvaises. Quand je dis des bonnes, c'est pas quelque chose de louable, c'est pas quelque chose de. C'est des personnes qui vont dire je vais écrire pour gagner un concours. Généralement, si on aime quelque chose, on écrit pour exprimer un sentiment. Et c'est moi, c'est ça que j'appelle un auteur. Un auteur, c'est quelqu'un qui n'est pas pour gagner un jeu concours. On n'écrit pas en se disant je vais écrire parce que ça va me permettre d'être ceci, de cela. C'est indépendamment de notre volonté. Après, il y a une autre partie, c'est écrire pour gagner sa vie. Là, par contre, c'est quelque chose qui est différent parce que ça veut dire et c'est ce que je suis en train de faire, c'est qu'on transforme cette vocation en un travail. Mais lorsqu'on transforme cette vocation en un travail, il faut savoir quel est le but aussi de faire. Moi, pourquoi j'écris et pourquoi je suis auteur, c'est pour deux choses. Premièrement, c'est pour transmettre une culture, plusieurs cultures sur l'Afrique. Transmettre mon ressenti, mon vécu également, sur plusieurs thématiques, donc sur l'autisme, sur la neurodiversité, je pense que c'est quelque chose qui est très important, mais aussi écrire pour en vivre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis une auteure à 90%, j'ai pas d'emploi traditionnel. J'ai pas un emploi où je dois aller dans un bureau. Depuis 2017, je suis pas dans un emploi où je vais dans un bureau où je dois faire des tâches et partir. Ça ne correspond pas avec mon mode de vie. Et donc, du coup, j'ai dû transformer cette vocation en sachant comment je peux en vivre et qu'est-ce que je peux faire pour en vivre. Ce qui est extrêmement difficile pour la plupart des auteurs parce qu'on n'explique pas la barrière d'entrée est très simple. Tout le monde peut écrire aujourd'hui, mais extrêmement peu de gens peuvent en vivre. Et moi, dans ce que je fais, quand je partage les informations sur mes réseaux sociaux, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Si je gagne un prix demain, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le but pour lequel j'écris. Le but, il est vraiment, c'est 3 buts précis. Partager les cultures africaines à des gens qui ne sont pas forcément exposés à ça. Partager un ressenti. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime toujours. Quand j'étais petite, j'ai toujours écrit, j'aime toujours un journal intime, j'en ai toujours un. Pour moi, c'était vraiment le fait d'écrire permet de structurer une pensée. Et lorsqu'on écrit en plusieurs langues, c'est 10 pensées différentes. On ne structure pas la même façon quand on écrit en français que quand on écrit en anglais. Même si les idées peuvent être la même, l'émotion va être complètement différente. Et j'ai vu par mon expérience en écrivant mon livre en français, et quand je l'ai écrit en swahili, que j'ai beaucoup plus de personnes qui ont été réceptifs à quand j'ai écrit mon livre en swahili que quand j'ai écrit mon livre en français. Quand j'ai écrit le livre en français, les gens disent c'est une belle histoire, c'est une histoire qui est vraie, c'est intéressant. Mais quand j'ai écrit le même livre en swahili, là, les gens sont venus poser plus de questions. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé à apprendre cette langue? Pourquoi tu es parti en Tanzanie? Mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Pourquoi tu as utilisé ce mot plutôt que ce mot-là? Donc, même si c'est la même histoire, quand on écrit en plusieurs langues, il y a différentes émotions qui sont déclenchées dans le cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, puisque ensuite, après, je peux discuter avec mes lecteurs et échanger avec eux. Et donc, pour moi, c'est ça qui est très, très important. Ok, super. Ça, c'est très riche comme point de vue parce que là, nous observons maintenant la question du regard. Le regard, lui, qui va être
peu importe ce qu'on va utiliser comme support, que ce soit la langue de l'autre, que ce soit comme Patterson le disait, l'influence des contours des autres, par exemple peut-être Sangoku, Naruto et autres choses là, peu importe, il y a le regard que l'on a soi-même. Et c'est ce que j'avais attendu ça, parce que moi j'ai vu, quand cette fille a dessiné ces personnages, j'ai vu son regard. Mais en même temps, j'ai vu l'expression plutôt du Japon. En voyant son regard, j'ai vu l'expression du Japon. Mais il y avait son regard quelque part qui se baladait là. Alors, Patterson, ce que je veux maintenant, c'est ton regard. Nous tirons vers la fin. Dans ce programme, il nous reste un quart d'heure. Le regard que tu as, maintenant, toi, quand tu regardes la scène bédéiste camerounaise, quand tu la regardes, où la vois-tu? Ou alors comment la vois-tu dans 10 ans? Si on se dit, on fait une projection, on fait un bond de 10 ans, on se retrouve en 2035. Avec ce que tu vois aujourd'hui, sans mettre un si quelque part, si ceci, si cela, avec exactement ce que tu vois aujourd'hui, à quoi penses-tu certainement de dessiner la scène BDS camerounaise de 2035? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Ça pourrait être un peu prétentieux de dire ça, parce que voilà, les choses au Cameroun savent vraiment changer de manière très, très spontanée. Mais je vais vous amener tous dans ma vision dans 10 ans. Verrez-vous que quand on commençait le Mboabédi Festival en 2010, il y avait à peine ce qui représentait la boutique du festival où était mis tout ce qu'il y avait comme bande dessinée. Il y avait à peine 4 titres. 4 titres qui étaient exposés là. C'était le tout premier magazine qui avait été fait par le collectif A3, Bichakala. C'était un autre magazine, Waka Waka. C'était des tout petits magazines comme ça. Et à l'époque, il y avait la bande dessinée de Malamine, qui est sur le Mbenguiste, le gars qui a voyagé, il allait en Europe et autres et tout. C'était un peu tendance à cette époque-là, Malamine. C'était ça qui était le seul album de bande dessinée qu'on avait. À l'époque, il y avait aussi la BD de Almo the Best, Zamzam le tiers-mondiste. Mais à cette époque-là, les albums, c'était vraiment sur cette thématique-là, sur la thématique du noir qui allait en Europe, comment il s'insère, comment. Donc, on avait à peine 5 titres sur les étalages. En 2021, que moi j'estime être l'année la plus prolifique pour la bande dessinée camerounaise, 2021 a connu 21 nouveaux titres de bande dessinée sortis au Cameroun. 21 titres en une année. Ça, c'était 2021. Dans lesquels il y a eu des albums, des fanzines, mais 21. Aujourd'hui, au Mboabédi Festival, les éditeurs prennent des stands. Donc, on est parti à la première édition. 4 titres à 5 titres disponibles pour être aujourd'hui, 15 ans plus tard, à avoir des éditeurs qui ont la capacité de prendre des titres, des stands pour exposer leur production. Et ce sont des bandes dessinées. Donc, si je me dis que voilà, on gardera la même énergie, malgré le fait qu'il n'y ait pas une véritable force politique derrière, si on garde la même énergie, je pense aujourd'hui, surtout avec la force de production que je vois, notamment avec l'avantage que nous donne Internet, parce qu'aujourd'hui, le webtoon et la BD numérique a pris un véritable boom aujourd'hui au Cameroun. Et le Cameroun peut se vanter d'avoir le plus gros diffuseur de webtoon d'Afrique, qui est Zebra Comics. Donc, le Cameroun peut se vanter de ça. La plateforme a pratiquement plus de 500 titres disponibles.
et ce sont des contenus camerounais africains. D'accord. Quelques collaborations internationales, notamment avec les États-Unis et un peu l'Asie. Mais 90% des contenus disponibles sur la plateforme sont des contenus camerounais. On a à côté une plateforme aussi comme Plumix, qui est orientée, c'est un peu la plateforme de la communauté mangaka, avec au minimum une centaine de titres disponibles. Ce sont des dessinateurs camerounais et africains. Donc, si je me base uniquement sur ça et sur la volonté de la communauté des dessinateurs camerounais à faire bouger les lignes, dans 10 ans, je pense que on aura un discours très, très différent et on ne sera plus en train de poser les mots sur les mots, comme disait le grand frère Pierre tout à l'heure. Et certainement, on sera en train de poser des mots sur les actions. D'accord. Sacrée perspective quand même, Radija, quand on se projette comme ça, on se dit dans 10 ans, voici ce que nous pourrons avoir. Nous aurons des actions qui seront là, il y aura une multiplication des actions. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais maintenant, allons-y dans la promotion de la culture. Déjà, qu'est-ce que j'aimerais, on aurait pu commencer par là, mais je vais d'abord prendre ce commentaire de Ndasibo. Thomas Aurélien, c'est le promoteur des éditions Tanks et son travail, Radija, c'est de promouvoir l'écriture en langue locale. Donc, il y a pas mal de textes qui paraissent aux éditions Tanks, des textes en langue locale. Donc, voilà, c'est et selon lui qui dit Ina et Didi, ce sont deux personnages de nos BD, doivent être des héros pour nos enfants, un peu dérangés d'avoir toujours pour héros les dessins des personnages occidentaux. Donc voilà, ce qui est connaissant. Pour la petite histoire, Ina et Didi est une série animée sur laquelle nous, à Wanda Studio, le studio pour lequel je bosse, mon studio, nous sommes en train de travailler sur cette production-là. C'est une série animée pour jeune public et qui va paraître en 2026, l'année prochaine. Donc, c'est deux jeunes à la découverte du monde, mais à une sauce africaine. Ouais. C'est vraiment la découverte du monde dans le regard de deux enfants africains. D'accord, c'est parfait. Au moins, ils vont nous entraîner vers la découverte. Ils vont nous entraîner à la découverte de chez nous, quoi, de notre chère Afrique, en nous révélant des petites anecdotes, des petits secrets et tout autre. Et dans ton travail, Radija, pour l'autisme, par exemple, quel est le regard que nous avons? Une fois, il y a eu un concours de poésie qui a été organisé et c'était justement autour de l'autisme, mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes écrivaient l'autisme tel que moi je le voyais un peu dans les films, et avec des regards de ses parents, des parents de ses enfants et tout. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Comment tu fais les choses? Alors, ouais, déjà, oui, c'est malheureusement, il y a encore un regard négatif, hein, que ce soit en Occident ou en Afrique sur l'autisme. Moi, je travaille dans une école à Toronto avec des enfants autistes. Et déjà, il faut comprendre que l'autisme, c'est un spectre. Je suis moi-même autiste, mais ça ne se voit pas. D'accord? L'autisme est un spectre, c'est-à-dire que on a cette vision que la personne autiste, c'est la personne qui ne parle pas, qui est non-verbale. Donc, il y a des autistes qui sont non-verbaux et d'autres qui fonctionnent. C'est juste que notre manière de penser est complètement différente. Et c'est ce que j'explique dans le nouveau livre que je suis en train d'écrire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a été extrêmement compliqué pour moi de trouver un travail conventionnel, on va dire, parce que en étant une personne autisme, il y a des choses qu'on n'arrive pas à palper. Donc, par exemple, tout ce qui est environnement social, etc., les normes normées de la société sont extrêmement difficiles. On est des personnes qui sont extrêmement directes. Donc, on est perçu comme, dans la plupart du temps, des personnes qui n'ont pas de tact. C'est parce que on a du mal à
à deviner les codes sociaux pour beaucoup d'autistes. Et donc, moi, ça a été extrêmement handicapant pour la recherche d'emploi. Ça a été très difficile parce que du coup, j'ai pas compris les politiques qui se passent en fait dans le monde du travail. Et le monde du travail, c'est pas forcément on a un travail parce qu'on est performant ou parce qu'on a un diplôme, c'est qu'on a un travail, c'est parce que on comprend la culture de l'entreprise, parce que on comprend les jeux politiques qu'il y a au sein de l'entreprise. Il y a la hiérarchie qui est bien dit, et quand on respecte pas ces aspects de la hiérarchie, ça se passe pas bien. Et donc, du coup, moi, je fais partie des auteurs qui sont en train de transformer ce regard-là, ce regard d'autisme, parce que comme tu viens de le dire, quand on parle d'autisme, on pense vraiment, ce sont des enfants qui savent pas parler, ce sont des enfants qui sont violents, qui savent pas s'exprimer. Ce sont la plupart du temps les personnes neurotypiques, qui n'ont pas cette spécificité du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau est fait différemment et c'est pas une maladie. Moi, ce qui m'a énervé pendant plusieurs années, c'est que on voyait et on voit toujours encore malheureusement des enfants autistes comme des personnes ensorcelées, des personnes qui sont maraboutées, des personnes bizarres, etc. Alors que c'est juste que le cerveau est complètement différent. Et c'est cette perspective que je veux montrer et donner en expliquant que moi, mon cas pour moi, je suis autiste, je l'accepte, je le vis correctement, c'est juste que la manière dont je parle, la manière dont je m'exprime peut être perçue d'une mauvaise manière par des personnes qui sont autour de moi. Maintenant, j'en suis consciente. Avant, je ne l'étais pas. Mais maintenant, j'en suis beaucoup plus consciente et je fais attention à ça, mais c'est un travail que j'ai fait sur moi. Dans l'avenir, bien sûr, que beaucoup plus de personnes parlent de ce sujet-là, qui est encore malheureusement tabou dans beaucoup de sociétés, pas forcément africaines, mais aussi asiatiques, parce que c'est vu comme une tare, ou c'est vu comme quelque chose d'extrêmement handicapant, alors que je pense que quand on regarde par exemple les plus grands auteurs, les plus grands inventeurs, les personnes qui font des très très grandes choses, la plupart d'entre eux sont autistes, et je peux donner un exemple très très simple comme Elon Musk. Elon Musk est une personne qui a créé plusieurs sociétés, et c'est une personne qui est autiste. D'accord, Khadija, je veux dire, quand on t'écoute, et on a envie de ne faire que t'écouter. Déjà, avec tout ce que tu nous dis, toute la passion qui ressort, et aussi, c'est pas juste de la passion, à l'intérieur de ce que tu dis, il y a aussi beaucoup, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de profondeur. Il y a beaucoup de profondeur concernant ce que tu entreprends. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à fleur de peau, c'est pas quelque chose qui se fait parce que les gens sont en train de le faire, mais vraiment, c'est un besoin. Il y a un besoin à l'intérieur, il y a quelque chose qui est plus fort que tout cela, et ça, je salue véritablement cela, tout comme Patterson. Le jour où tu rencontreras Patterson, quand tu parles avec le gars, et tu le regardes là dans les yeux, il te parle et tu vois, il y a une certaine mélancolie, nostalgie. Il y a une nostalgie même d'un temps, je veux dire, qu'il n'a pas vécu lui-même, mais qu'il aimerait voir revenir. C'est comme s'il avait vécu et il se plaint que ce temps, et il regrette que ce temps n'existe plus. Donc, il y a cette nostalgie dans ta parole. Et voilà, et donc Patterson, il est pareil. Gérard, je crois que c'est pour ça que vos trois profils sont vraiment, ils correspondent. Dommage que Gérard ait dû nous quitter. Et là, on va devoir se quitter. Aussi, il nous reste moins d'une minute déjà pour boucler ceci. C'est juste le temps pour moi de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous pour la passion que vous avez exprimée durant ces 90 minutes. Vraiment quelque chose de très, très fort et de précis. Et on a un autre visage de la culture, on a un autre regard
sur la culture. Et nul doute que dans 10 ans, évidemment, on sera là où Patterson l'a dit, parce que peu importe les difficultés, c'est ce que j'ai vu avec vous trois, peu importe les difficultés, il y a cette énergie, elle, qui ne faiblit pas. Et cette énergie va traverser le temps et continuer à s'exprimer. Donc, merci encore. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Et voilà, il y a Natacha Odona qui nous suit tous les jours et aussi qui remercie et tout le monde, même ce que Jules Marcel, Jean-Pierre. Merci à vous aussi d'être toujours là. Chaque jour, vous êtes avec nous. Et je sais que dimanche à la clôture, ce sera le bouquet final et nous serons tous ensemble. Alors, disons-nous à demain, 11h, heure de Yaoundé, pour un nouvel échange. Merci Marie-Françoise. Et oui, Marie-Françoise, justement, parlant de toi, il y a Patterson qui est là, Marie-Françoise, et tes BD, il faut que tes BD soient au prochain Boa BD Festival. Donc, je te dis, Marie-Françoise. En tout cas, moi, je vais prendre Marie-Françoise en inbox. Voilà, justement. On va faire un point en inbox, vu que le Boa BD Festival a été reporté. Voilà. Donc, d'accord. Marie-Françoise, tu es prévenue. Patterson, quand il tient quelque chose, il ne lâche plus. Voilà, merci Radija. Et c'est bien de... Ah, tu vois, je prononce bien ton prénom, Radija. Ça... Il y a toute la poésie, là, je me sens même déjà sénégalais, tu vois. Je vois toute la Casamance qui brille à moi. D'accord. Ok, on se voit très bientôt. Portez-vous bien et Dieu vous garde. Merci encore. Merci à Covid. Bonne soirée et à demain pour le prochain panel. À demain. Merci à Covid. Merci beaucoup.